Mesdames et messieurs, bonjour. Le Studio des artistes a le plaisir et le privilège aujourd'hui de rencontrer le célèbre peintre, sculpteur, muraliste, Mario Merola. Monsieur Merola, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Ça me fait plaisir. Si vous le permettez, juste avant de commencer, j'aimerais faire un survol de votre carrière prolifique. Oui. Alors, on parle d'études aux Beaux-Arts dès l'âge de 15 ans. Oui. Hormis les nombreux prix et distinctions qui vous ont été décernés, le premier prix pour un concours à l'échelle nationale qui vous a valu de réaliser une murale pour l'exposition universelle de Bruxelles en 1957. Oui. Dans les 20 années qui suivront, vous enseignerez à l'École des Beaux-Arts, vous enseignerez à l'UQAM. Exact. Et votre carrière sera marquée de nombreuses réalisations d'art public, plusieurs expositions et maintes publications au sujet de vous et de votre œuvre. Si on reprenait depuis le début, pourriez-vous nous raconter comment cette aventure en tant qu'artiste a débuté? Bien, en fait, ça a commencé très tôt parce que j'avais un petit talent, un talent à dessiner. Je dessinais beaucoup. Et à l'école de la Visitation où j'allais, il y avait un professeur d'art plastique qui s'appelait Monsieur Bellil. Et il voyait que je travaillais, puis il m'avait incité, il dit, si tu veux éventuellement, parce que je lui avais dit, je voulais plus tard entrer à l'École des Beaux-Arts. Et il m'avait conseillé d'aller à l'école Morin, qui était sur Saint-Denis, au coin de Beaubien. Et il y avait des cours du soir qui se donnaient, et c'est lui qui les donnait. Et j'ai suivi des cours de dessin, et c'était très important à l'époque parce qu'il y avait un examen d'admission à l'École des Beaux-Arts. Et j'ai suivi mes cours pendant à peu près peut-être 6 mois à dessiner comme ça, le soir, une fois par semaine, le jeudi, si je me rappelle bien. Après ça, je suis allé à l'École des Beaux-Arts pour passer l'examen du concours. Et heureusement, j'ai été accepté. Et j'ai été heureux pendant tout le temps que j'ai passé à l'École des Beaux-Arts. Il y en a qui critiquaient ceci ou cela. Mais moi, j'étais jeune et c'était le bonheur. Les professeurs, tout ce qu'ils... J'étais ouvert. J'écoutais tout ce qu'ils me racontaient et j'avais foi. Je croyais en ce qu'ils me disaient. Et je pense que c'était la source... Cette espèce d'innocence, c'était la source, si vous voulez, qui m'a construit comme artiste. Et enfin, disons, j'ai continué, je n'ai pas arrêté, je continue encore aujourd'hui. Wow! Et ça, c'était en quelle année déjà? En 46. En 1946. Mon Dieu, en 46. Ouais, ça commence à faire un bout de temps. Oui, vous avez dû trouver que le temps a passé vite. Pas tellement. Non, pas tellement, parce que, je veux dire, encore aujourd'hui, ce que j'ai vécu à l'École des Beaux-Arts, c'était tellement important que je pense que ça me nourrit encore. Oui, j'imagine. Ça me nourrit encore. Ah ben oui, puis ça vous a sûrement... Alors, je n'ai pas oublié, c'est encore, c'est vivant pour moi. Oui, puis vous devez avoir des souvenirs, là... Oui, tout ça, c'est encore présent. Très palpable. Vous avez créé de nombreuses œuvres verrières dans plusieurs stations de métro à Montréal. Mais également dans d'autres régions, en Hongrie, par exemple, en Italie, à Paris, à New York. Je fais beaucoup d'expositions, oui. Oui, c'est ça, expositions, et vous travaillez aussi sur des commandes, j'imagine? J'ai eu des commandes, en fait, pendant longtemps, j'ai fait des commandes, peut-être pendant plus de 20 ans, des commandes, en fait, pour faire des murales. J'en ai réalisé une centaine, j'en ai fait beaucoup. Magnifique. Oui.
Un de mes coups de cœur, c'est celle de la place Trust à Montréal. La place Trust, l'édifice Canada Trust, je crois. C'est la place du cercle? C'est-tu le cercle orangé? Non, c'est pas le cercle orangé. Non. En fait, ça se trouve à être au-dessus, au centre d'un lobby. D'un lobby. Le lobby de la... C'est pas comment dire, l'Arena Maurice Richard? Non, c'est pas l'Arena Maurice Richard. On y reviendra, parce que moi-même, le nom de l'édifice, c'est flou, mais je pense que c'est la place Canada Trust. Ah oui. Écoutez, ça, c'est mon coup de cœur. Le rythme qu'il y a là-dedans, puis en tout cas, c'est de la peinture, hein? On sent le volume. C'est des reliefs. Hein? Oui, il y a des reliefs, exactement. Oui, c'est fait avec des reliefs à partir d'unités modulaires. Oui, exactement. Oui. Mais moi, je le vois comme une peinture, comme si c'est visuel. Ben c'est ça, c'est visuel, exactement. Exactement. Puis c'était en bois, ça? Non? C'est du ciment hydrocal. OK. Et c'est de la peinture de bronze qui est par-dessus. D'accord. Oui, alors, ça donne un effet de bronze. Oui, OK. Moi, je trouvais que ça avait... Ben, c'est chaleureux, en tout cas. Je l'ai ici quelque part. Tu pourras le voir. Oui, j'aimerais ça. J'aimerais qu'on en reparle. Mais pour poursuivre, donc, de toutes ces expériences à l'étranger, qu'est-ce qui vous a le plus profité en tant qu'artiste? Aller ailleurs? Oui. Je peux pas te dire, en fait, disons. C'est tout mêlé ensemble. Hein. Il n'y a pas quelque chose de particulier. En fait, je sais que j'ai fait, entre autres, je suis allé en Hongrie réaliser, en fait, une sculpture, une grande porte. En Italie, en fait, à Cortina d'Ampezzo, j'avais réalisé une sculpture. Mais c'est ça, disons, mais je peux pas. J'ai fait des expositions à Paris, à Bruxelles. J'en ai fait beaucoup en France. Il y a eu une tournée, en fait, de mes œuvres qui ont été faites, qui ont circulé en France. J'ai exposé à New York. J'ai exposé, en fait, au Japon aussi. Oui. J'ai eu, en fait, j'ai même montré une œuvre aussi en Corée du Sud. Ah oui. Mais je veux dire, en fait, je ne pourrais pas dire l'une en particulier, il n'y a pas une chose en particulier qui m'a retenu. OK. Je veux dire, tout ça, disons, ça fait partie d'un ensemble. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'autour de tout ça, c'est des choses qui sont développées dans le temps. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est les choses que je fais actuellement. Ah oui. Les choses, en fait, encore une fois, c'est les choses qui sont devenues figuratives, oui. Mais, en fait, qui ouvrent, j'espère, qui ouvrent vers l'abstraction. Oui. Parce que je crois sincèrement que l'authentique abstraction, oui. On ne peut pas la fabriquer. Non. Il faut partir d'une chose qui existe, une chose identifiable. Oui, tout à fait. Et c'est à l'intérieur de cette chose identifiable qu'on peut découvrir l'abstraction. Absolument. Et quand tu me penses, il y a une chose en fait que j'ai retenue qui était importante, c'est quand j'avais 20 ans, j'avais étudié, j'étais à Paris, j'avais reçu une bourse du gouvernement français. Oui, j'y viens. Et un jour, je suis entré la première fois au Louvre. Je suis allé dans les salles italiennes, des grandes histoires, des grandes œuvres importantes. Et je suis arrivé devant un petit Giorgione, cet immense peintre de la Renaissance, de l'époque, c'est-à-dire de Venise. C'est un Vénitien, Giorgione. Et la peinture n'était pas très grande, mais elle représentait 3 grâces. Et j'étais en fascination devant, et j'ai passé des heures, mais j'ai passé un temps énorme. Et à un certain moment, j'ai découvert l'abstraction de l'œuvre. C'est devenu comme un flash. Il faut dire aussi qu'à l'École des Beaux-Arts, on faisait surtout de l'observation. On faisait beaucoup, en fait, de dessins, d'analyse. Et ce type d'observation-là m'a permis de mieux comprendre et de mieux lire le contenu d'une œuvre. Et c'est pour ça que je pense que cette expérience, en fait, ces études que j'avais faites à l'École des Beaux-Arts ont abouti devant ce Giorgione qui m'a fait voir l'œuvre
figurative qui représentait trois grâces. Oui. Et j'ai vu au-delà de ça l'abstraction de l'œuvre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, l'abstraction, l'abstraction systématique, pour moi, c'est de la décoration. Oui. Ça ne peut pas être de la vraie abstraction. Il faut aller au-delà d'une chose visuelle, reconnaissable, pour découvrir l'abstraction, cette deuxième peinture, cette deuxième image. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et permettez-moi de vous demander si vous avez ici... moi, je suis un gars visuel comme vous. Oui. Puis quand vous me parlez de Giorgione, les trois grâces, donc c'est les déesses de la mythologie, hein, la grâce, c'est-à-dire l'allégresse, la divinité, enfin, c'est un peu flou. C'est trois divinités. C'est les trois divinités du genre qui tiennent. Est-ce qu'elles tenaient une pomme? Pardon? Est-ce qu'elle tenait une pomme? Une de ces grâces-là tenait une pomme? Peut-être, mais je n'oserais pas dire. Okay. C'était les trois grâces, leur mouvement oui. et le jeu, en fait, dans l'espace. Oui. Les jeux, les pleins vides. Oui. Tout ça, disons, ça jouait. Ça la jouait. Profondeur, oui. la couleur, oui. la ligne, oui. la présence de la ligne, le modelé. Oui. Tout ça, ça jouait pour former un tout oui. qui est devenu un flash qui m'a fait voir l'abstraction. Oui, tout à fait. Réellement l'abstraction oui. de l'œuvre. Un peu comme si on regardait un négatif. Le négatif d'une photographie, peut-être qu'on... C'est encore ça plus... va loin, ça va très loin. Ça va très loin. Oui, oui. Oui. Tout à fait, mais je comprends, je saisis ce que vous voulez dire. Parlant de cette bourse que vous avez reçue du gouvernement français. C'est à la fin de mes études à l'École des Beaux-Arts. Oui, OK. Il y avait une bourse, pour me l'avoir offert. Wow! Et donc, vous avez ça vous a amené à faire des études à l'École supérieure des arts décoratifs, à Paris. En scénographie. Oui, c'est ça. Que retenez-vous de cette expérience? Peut-être pas grand-chose, mais surtout, j'avais suivi des cours pour me préparer pour entrer à la télévision qui commençait. Oui. Et c'est arrivé, en fait. Oui. Je suis entré à la Radio-Canada, oui. à la télévision, pour dessiner des costumes. Oui. J'en ai fait pendant 3 ans. Oui. Alors, c'est ça. Et quand est arrivé, en fait, le concours de Bruxelles, de l'exposition universelle de Bruxelles, oui. J'avais participé, j'avais fait ma maquette, et elle a été acceptée. Ah. Et ça a été le début, en fait, disons, de mes murales, de commencer à faire des murales. J'avais fait un nom. J'allais voir, en fait, disons, les ingénieurs, les architectes. Je leur proposais mes services. Et souvent, à l'époque, on construisait beaucoup des écoles, oui. Des gymnases. Oui. Et à ce moment-là, disons, on m'arrivait, puis on m'offrait ça. Et moi, je travaillais avec l'architecte. Et c'était presque du sport. À la fois, disons, je me sentais utile, puis en même temps, j'avais un salaire. Ça pouvait pas être mieux. Oui, non, c'est vrai, non, tout à fait. Une petite question en lien avec la première, par rapport à Paris. Si on faisait des comparaisons entre Montréal et Paris, à cette époque-là, pour un artiste tel que vous, est-ce que quelles seraient les différences identifiables entre... Mais il faut dire, en fait, ça s'est passé entre 52 et 58. Oui, mais c'est ça, à cette époque-là. Alors, disons, à Montréal, il y avait des choses, mais oui. je veux dire, le musée d'art contemporain n'existait pas, il n'y avait pas beaucoup de choses. Le musée des Beaux-Arts, en fait, disons, était plus petit qu'aujourd'hui. Oui. Il y avait, en fait, des expositions, il y avait des choses, mais c'était pas pareil comme Paris. Dans l'Europe, c'était l'Europe, quoi. Oui, tout à fait, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et là, je voyais tellement de choses. En fait, disons, je marchais sur les rues, puis je voyais des noms, tu sais. Par exemple, en fait, ici a habité Van Gogh, ou un autre comme ça. Je veux dire, je faisais le tour, il y avait toutes sortes de... C'était omniprésent. Tout à fait. Je veux dire, l'art était omniprésent partout. Oui, c'est ça. Ma question c'était très nourrissant, tout ça. Oui, ma question est un peu... il y a un sens pédagogique à ça. Oui. Je vous laisse l'expliquer parce que je savais déjà la réponse, mais j'aime bien que les élèves sachent que d'aller ailleurs, d'aller dans des villes qui sont imprégnées de l'art, ça apporte à un artiste. Dans d'autres disciplines aussi, ça apporte. Même changer de milieu aussi. Oui, changer de milieu, exactement. J'aime votre réflexion et je vous cite.
je n'ai jamais pris la décision de choisir un style et de le systématiser. J'ai toujours laissé les choses bouger. À mes risques et périls, certaines œuvres peuvent être plus réussies, d'autres moins. Le style, ce n'est pas quelque chose qui s'impose de l'extérieur, c'est quelque chose qui vient s'imposer de l'intérieur de soi-même. Oh oui. Parlant de ce qui s'impose de l'intérieur, parlez-nous précisément de ce qui vous anime dans votre démarche créative. Quand vous vous mettez, quand vous vous attelez pour produire ou créer, il y a une étincelle à quelque part. Oui. Il y a un désir au départ, un désir de peindre. Parlez-nous-en. Et à ce moment-là, je veux dire, comme tous les artistes, on peut avoir une idée. Oui. On a une idée de faire une chose. Ça peut être un paysage, ça peut être un personnage, ça peut être une nature morte, ça peut être beaucoup de choses. Mais on n'est pas là, disons, pour illustrer une idée. Non. On est là, on se met en branle. Quand moi je travaille, c'est ça, c'est que je commence, et c'est en cours de route, c'est en peignant que des choses se produisent. Et moi, ça a toujours été mon impression, c'est que quand j'ai fini, quand je pense avoir réussi une œuvre, j'ai l'impression que quelqu'un d'autre l'a fait. Ça me dépasse. Il faut que ça me dépasse. Il faut que la chose aille plus loin que l'intention, la chose que je voulais faire. Oui, oui. Parce qu'autrement, il n'y a pas d'intérêt. Absolument. D'arriver et d'illustrer Oui. une idée, c'est très limité. Et c'est pour ça que je rejoins entre autres l'abstraction. C'est un peu ça, c'est illustrer une idée. Oui. Tu fais ton abstraction, puis ça finit là. Oui. Elle s'ouvre à rien. Oui. Elle s'ouvre pas. Oui. Mais quand tu peins, tu es un peu dans une espèce de no man's land, de vide. Oui. Tu as eu une idée au départ, mais en peignant, il y a des choses qui se produisent. Il y a des choses, oui, 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 Et tu laisses aller, tu laisses les choses venir. Oui, oui. Ça peut être réussi, ça peut être raté. Mais quand tu penses avoir réussi, c'est que ça va au-delà de toi. Tout à fait, tout à fait. J'ajouterais, pour revenir à l'abstraction, là, je ne veux pas passer du coq à l'âne, mais ça me fait penser un peu ce que vous disiez sur la seconde image qui apparaît, les phases des cubistes. Les cubistes étaient très figuratifs au départ. Et il y a eu comme trois phases, en fait. Il y a eu une déconstruction en deux autres phases qui nous a menés aux cubistes qui, en fait, chaque image, presque toutes les images, comme par exemple les Demoiselles d'Avignon, ça a commencé avec des croquis figuratifs, des œuvres figuratives, si je ne m'abuse. Mm-hmm. Puis, on a vu ça se déconstruire. Il a été surtout influencé par l'art africain, hein? Oui, c'est vrai, ça, hein? C'est vrai. Oui. Mais moi, je parle pas tant de cette influence-là, mais je parle plutôt de la dynamique de l'évolution. De l'évolution, c'est ça, exactement. C'est une dynamique qui a mené vers une forme d'abstraction, si on veut, parce qu'on est rendu à des formes géométriques. Tout est, d'ailleurs, le cubisme, qui vient de cette idée-là que tout est fragmenté en cubes. En tout cas, ça résonne pour moi dans ce sens-là. Ah, oui. Mais je cite le poète critique littéraire québécois Robert Melançon. A dit de vous, tour à tour et tout à la fois dessinateur, sculpteur, muraliste, peintre, Merola est un inventeur de formes. En assumant le risque d'une recherche constante, son œuvre élabore un univers plastique d'une remarquable cohérence. Ses réalisations sont toujours signées au sens fort, c'est-à-dire reconnaissable que son nom y figure ou pas en toutes lettres. On voit, c'est évident que la facture graphique de plusieurs de vos œuvres est abstraite, vibrante et colorée. Hein? Pendant il y a longtemps, beaucoup de vibrations, les couleurs complémentaires qui sont juxtaposées. Et moi, je l'ai remarqué particulièrement avec ce coup de cœur dont je vous parlais tout à l'heure, Cordes vibrantes, que vous avez réalisé en 2013. Pourriez-vous nous parler de cette œuvre et de son contexte? Oui, parmi d'autres aussi. C'est qu'à l'époque, en fait, à ce moment-là, je tentais d'exprimer à travers, disons,
les sons, les sonorités. Oui. J'ai quelque chose ici. Tiens, j'ai ça ici. Ah, ça, OK. J'ai ça ici. D'accord. Tu vois, regarde. Ah oui, je vois de la musique en peinture. Alors, oui. c'est ce que j'essayais de C'est faire. ça, oui. En fait, je pense que j'ai réussi dans certains... parce qu'il y a une certaine relation Oui. entre les sons, la musique Ah oui. et les sons, disons, les modulations, les tonalités son, Oui. tonalité couleur. Il y a une relation entre Oui, ça. absolument. Et c'est ce que j'essayais d'exprimer. Oui. Et d'ailleurs, dans vos murales, j'ai remarqué, il y a beaucoup de rythme. Il y a du rythme. Il y a du rythme. Il y a quelque chose. D'ailleurs, on va dire, en fait, chez moi, dans ma famille, ma sœur était une chanteuse, une mezzo-soprano, qui a eu une carrière, elle a fait carrière, Colette Merola. Oui. Et ma mère, en fait, disons, elle jouait du violon. Oui. Mon père était un ouvrier, mais il était un excellent musicien. Oui, il jouait de la mandoline. Je veux dire, un jour, je suis arrivé, un après-midi, il jouait de la mandoline, je commençais à l'écouter, c'était fantastique. Je lui avais dit, sa musique, il jouait de la mandoline d'une façon extraordinaire. Alors disons, et moi-même, en fait, j'ai suivi des cours de piano. La musique était présente chez nous. Alors c'est peut-être ça, disons, à travers ce que j'ai fait, il y a pu y avoir un reflet quelque part. Oui. C'est de la musique, peinture. Oui, et cette œuvre-là en particulier, vous voyez celle que je vous ai montrée, là, qui a été rendue plus ou moins, qui est médiocre un peu sur mon imprimante. Non, c'est pas pareil, parce qu'elle est plus chaude que ça. Je le sais. Ça, c'est froid. Ça, c'est très assez froid. Tout à fait. Comme couleur. Oui, c'est froid, en effet. Puis, mais je te la montrerai, je l'ai ici. Oui, j'aimerais bien. En tout cas, on y reviendra quand vous serez devant l'œuvre. Je suis certain qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous revenir. Oui, mais encore une fois, attention, parce que je suis un visuel. Hein. Oui. J'aime pas trop expliquer mes choses. Je vous respecte à cet égard-là. Je suis un peu... on est dans la même veine. On est dans la même classe pour ça. Donc, est-il vrai? J'étais très curieux de vous l'entendre dire, parce qu'on peut lire des publications sur l'artiste, mais je suis curieux de vous entendre là-dessus. Est-il vrai que l'œuvre de la murale de l'Exposition universelle de Bruxelles aurait marqué un tournant dans votre démarche? Mais oui, parce que je veux dire, c'est qu'avant ça, disons, j'étais à la Radio-Canada, je faisais des dessins de costumes. Oui. En fait, j'avais ma formation à l'École des Beaux-Arts qui a été très positive pour moi. Mais à ce moment-là, disons, c'est que j'avais déjà de l'intérêt parce que pendant mes cours à l'École des Beaux-Arts, j'avais participé à un concours et c'est la première murale que j'avais réalisée à l'Hôtel de la Salle, sur la rue Crescent. Oui. Là, ils ont changé le nom de l'hôtel, mais je pense que même la murale n'est plus là. OK. Et ça représentait, en fait, le sujet, c'était Montréal historique. Et j'avais fait la murale. Ça a été ma première murale que j'ai faite. Or, quand j'ai gagné la murale de Bruxelles, ça a été un stimulant. Et à ce moment-là, j'ai voulu en faire d'autres. Et je me suis organisé pour en faire. Je suis allé, comme je te disais, j'ai fait de la représentation pour, en fait, disons, j'allais voir, en fait, les endroits où il y avait des constructions en marche. Et j'allais voir les architectes, les ingénieurs, et des fois ça marchait, des fois ça marchait pas, non, mais quand ça marchait, tant mieux. Ben oui. J'en ai fait comme ça. Surtout en plein essor comme ça. À l'époque, Vous avez connu les belles années là, effervescentes de l'art à Montréal, l'art, le design. On en faisait, c'est ça. J'étais un des premiers à en faire, par exemple. Hein. Il y en a d'autres qui en avaient fait avant moi. Il y a toute une tradition dans ça. Mais je veux dire, dans l'époque moderne, là, à Montréal, j'étais un des premiers à le faire. Il y en a d'autres qui l'ont fait après. Il y en a eu, en fait, je pense à Jordi Bonnet, je pense à Théberge. Il y en a eu beaucoup d'autres qui en ont fait aussi. Mais j'ai été un des premiers. Et pouvez-vous me rappeler, avant que je passe à l'autre question, le nom de cette murale que vous avez fait à l'Hôtel de la Salle? C'est le Trust général du Canada. Ah, c'est celle-là? Bon, un instant. Lequel tu dis encore? L'œuvre, la première murale que vous avez réalisée. C'est à l'Hôtel de la Salle. Oui, le nom de l'œuvre, est-ce que vous vous en rappelez? Mais c'était Montréal historique. C'était Montréal historique. Montréal historique, OK, je retiens ça. Oui. Parce qu'il y a tellement de choses dans votre feuille de route là, qu'on peut pas... C'est mêlant. Oui, c'est ça, mais on gagne à vous découvrir. Moi,
Je passe tout de suite à la question suivante. Donc, aujourd'hui encore, vous y avez répondu là, avant que j'y vienne. Vous créez encore. Mais créez-vous plus qu'à l'époque? Non, je continue toujours. Vous avez besoin. J'ai un besoin. Oui, c'est un besoin. Tout à fait, oui. Je vous entends là-dessus. C'est peut-être un mauvais tournant, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être un défaut. C'est un bon mauvais tournant. Je ne peux pas m'en empêcher. Ben non. Même si j'ai une période comme en ce moment, ça fait peut-être 2-3 semaines que je fais rien. Oui. Sauf que, en fait, disons, pour moi, c'est quand même... ça me nourrit parce que j'y pense toujours. Hein. Ben oui, oui. Vous entretenez ça. En tant que président de la Société des artistes professionnels du Québec, oui. Vous avez pris parti des artistes tels que Marcel Ferron, Jordi Bonnet, que vous mentionniez tout à l'heure, et Jean-Paul Mousseau. Comment s'est déroulé cet engagement? Mais c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait le métro, on construisait le métro, oui. Et le maire de Montréal avait nommé, comment s'appelle-t-il, La Palme, un caricaturiste. Oui. Et il lui avait demandé, en fait, d'être de superviser, en fait, disons, les travaux d'art dans le métro. Mais la première chose, il m'avait approché, La Palme, pour la station Jarry. Oui. Il y avait 2 murs, et sur ces 2 murs, il voulait que je représente les rois de France. Les rois de France, c'est ça. D'un côté, puis de l'autre côté, en fait, je ne sais plus qui. En fait, il y avait deux murales à faire. Ça n'a pas été fait parce que moi, je lui avais dit, à l'époque, je faisais des choses abstraites. Oui. Et à ce moment-là, je ne pouvais pas faire ça. Non. Et moi, j'étais le président de la Société des artistes professionnels du Québec. Oui. On avait eu une rencontre avec La Palme pour tenter de lui expliquer, en fait, et c'était les artistes qui étaient venus avec moi, c'était des abstraits. Oui, pour la plupart, sauf Jordi Bonnet qui faisait des choses, en fait, figuratives. Oui. Sauf que, encore une fois, on a eu une discussion ensemble, ça n'a pas tellement fonctionné. Mais par la suite, en fait, il y a peut-être eu des changements qui se sont produits et les choses ont changé. La Palme n'a pas continué, elle n'était plus là. Et à ce moment-là, disons, je pense que la direction, ça a été plutôt le métro qui a pris la direction. Il y avait eu peut-être un architecte qui avait la responsabilité des travaux d'art. Je me demande si c'est pas Jean Dumontier, qui avait cette responsabilité. Et avec Mousseau, d'ailleurs, parce que Mousseau s'était joint à l'équipe, en fait, du métro. D'accord. Et à ce moment-là, disons, ça a été comme plus libre. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées. Oui. Et à ce moment-là, disons, chacun faisait les choses qu'il croyait le mieux qu'il pouvait faire. Il faisait des œuvres dont il croyait. Absolument, c'est ça. Donc, vous voulez pas être prisonnier d'une commande. Exact. Puis ça, c'est un malheur pour un artiste, je pense. Quoique la commande, ça peut être stimulant aussi. Mais dans les bonnes conditions. Mais dans des bons paramètres, exactement. Oui. Ça peut faire sortir le jus du citron, le bon jus, là. Maintenant, je vais passer à des questions en lien avec l'enseignement. Quelques questions, puis on va conclure l'interview. Du point de vue didactique ou pédagogique, quelles sont les leçons les plus importantes que vous avez retenues en tant qu'enseignant? Bien, je vais dire, en fait, j'avais eu d'abord ma formation à l'École des Beaux-Arts. Oui. Et en fait, disons, j'ai peut-être un peu continué cette formation-là. C'est-à-dire que je croyais beaucoup, disons, à certains contrôles. Oui. Comme par exemple, si on avait un modèle vivant, on travaillait ensemble. Moi, je travaillais avec les étudiants, je dessinais avec eux. Ah oui. Et même assez que des fois, je leur prenais la main. Oui. Et je traçais parce que souvent, ils étaient plutôt timides au départ. Oui. Par exemple, sur une feuille de papier ingre. C'est intimidant. Je comprends, c'est un assez grand format. Oui. Et là, disons, il commençait avec un petit dessin au centre. Tu veux avoir l'expérience. Oui, absolument. Alors, ce que je faisais, c'est que je travaillais avec eux. Ouais. Je leur enseignais des choses comme, par exemple, si on faisait d'observation, ils plaçaient le chevalet dans le bon sens pour être capable de ne pas se tourner la tête inutilement. Et puis, on travaillait sur ça. Mais je veux dire, je laissais libre
Oui. En fait, il n'y avait pas si on avait un modèle vivant, il n'y avait pas un dessin qui était pareil. Non. Je laissais libre, en fait, de s'exprimer. Oui. Mais je croyais beaucoup, entre autres, à la pression. Quand tu dessines, Ah oui. à la pression. Oui. Contrairement à l'époque, quand j'ai eu Pellan comme professeur, lui, il devait faire une broche à foin. C'était une ligne continue. Il ne croyait pas, disons, à la pression. Il disait que c'était de la sensibilité. OK. Alors, Donc, moins de pression avec... pour moi, c'est très important. La pression était très importante. Oui. Fait partie, en fait, disons, si tu veux, de toute ton énergie, de ton... Oui, je trouve le mot anglais le qualifie bien, la drive. Une bonne drive. C'est ton corps, en fait, qui s'exprime à travers... Le corps s'exprime. Tu ne penses pas à la pression, mais elle est là. Oui, tout à fait. Alors, tu dessines comme ça, puis je vais dire, les choses évoluent dans un sens. Tout à fait. Mais je croyais les étudiants libres, mais je leur demandais quand même aussi, disons, de certains contrôles. Oui. Ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi. S'il y avait un dessin devant eux, un modèle vivant, ils le faisaient. Avec le geste, Ils essayaient avec les proportions. Je leur donnais en fait tout ce qu'il fallait pour être capable de contrôler leur dessin. Mais après ça, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Je crois beaucoup à ça, disons. Absolument, des bases incontournables. Oui, et donc, parlant d'Alfred Pellan et de Maurice Raymond, il a été... Raymond a été un bon professeur, très bon professeur pour moi. Oui. Très, très bon. Et vous avez été élève donc aussi de Stanley Cosgrove. Oui, mais ça, Stanley Cosgrove, vois-tu, c'était vers la fin. Et Stanley Cosgrove, c'est une autre époque. D'accord. Je veux dire, Stanley Cosgrove n'était pas là souvent. Aujourd'hui, en fait, un professeur qui enseigne, moi, je verrais mal partir puis pas laisser mes étudiants en place, comme ça. D'accord. Mais lui, des fois, il n'était pas là. OK, donc il y avait un remplaçant qui... Je veux dire, il n'était même pas de remplaçant, il n'était pas là. L'atelier était au-dessus du Monument national, sur la rue Saint-Laurent, au-dessus au 3e. D'accord. Et c'était un très grand espace. Oui. Et c'est ça, disons, on travaillait ensemble. Et les étudiants, on n'était pas nombreux, on était peut-être 7, 8. On était des étudiants finissants. Et Cosgrove, des fois, venait. Il nous donnait, en fait, disons, des renseignements. Mais vois-tu, cette époque-là, c'est que l'artiste, autant Pellan que Raymond. Cosgrove, Stanley Cosgrove, Raymond était ouvert. Stanley Cosgrove et Pellan voulaient faire des choses, on devait faire des choses un peu à sa manière. Ah, OK. Ça, c'était... Il vous imposait sa vision. C'était un peu contraignant. OK, oui, je comprends. C'était contraignant. Je comprends. Bien, vous avez quand même répondu à la question avant que je vous la pose. C'était un contexte à ma question. Mais en ce qui concerne les échanges avec eux, leur approche didactique, ben là, vous avez quand même répondu. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Dans l'enseignement? Oui, de vos relations avec Cosgrove, Raymond et Pellan. Bon, c'est ça, disons, c'était quand même... Pellan, en fait, c'est un artiste qui avait une grande réputation. Je veux dire, il arrivait, là, puis il disait, c'était Pellan. Sauf qu'encore une fois, je n'ai pas resté longtemps avec lui, parce qu'encore une fois, son enseignement était plutôt, vis-à-vis des choses qu'il faisait. Il croyait à ce qu'il faisait, et ça se limitait à peu près à ça. Il y a des étudiants qui se tiraient d'affaire avec ça, ils acceptaient ça. Cosgrove, c'est un peu la même chose, sauf qu'il y avait peut-être une plus grande ouverture chez Cosgrove que chez Pellan. D'accord. Alors... un propos incontournable dans votre cas, comme vous en parliez tout à l'heure, c'est la présence et l'influence des arts dans votre famille. Vos parents qui étaient musiciens, vous l'avez dit tout à l'heure, votre sœur qui était Colette, qui a fait carrière en tant que chanteuse mezzo-soprano. Elle avait une réputation. Oui. Les choses, en fait, disons, avec le temps, les choses disparaissent. Oui. Mais sauf qu'à l'époque, elle a chanté à l'opéra, elle a fait beaucoup de choses, ma sœur Colette. C'était une très belle voix, une très belle femme aussi. Oui. Ah oui. Oui.
J'en doute pas. Et votre épouse qui est comédienne? Comédienne, elle était comédienne. Elle était comédienne, donc elle a fait carrière en tant que comédienne. Votre fille Caroline qui est illustratrice professionnelle, donc elle a percé. Et Dominica, qui est chanteuse. La charmante et talentueuse Oui. Dominica, qu'on a eu le plaisir d'interviewer, qui est pianiste, chanteuse, auteur, compositeur, interprète. Une excellente musicienne. Oui, absolument. Excellente chanteuse aussi. Absolument, oui. Donc, ma question, qu'est-ce qui, selon vous, a contribué à perpétuer au sein de votre famille? C'est venu tout seul comme ça. C'est venu comme ça tout seul. Oui. Et qu'est-ce qui a permis la réussite dans ce domaine? C'est la réussite, donc de pouvoir vivre aisément. Non, mais ça, c'est le hasard. C'est le hasard, hein? Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, c'est le hasard. OK. Oui, parce que je vais dire, c'est que même moi, quand j'étais étudiant à l'École des Beaux-Arts, beaucoup de mes camarades, ils étaient là, en fait, les parents ne voulaient pas. Je veux dire, en fait, ils étaient, comment dire, ils s'étaient comme imposés, parce que mais ma famille, à moi, ils étaient très ouverts. Mon père était ouvrier, mais il comprenait, en fait, disons, et il m'a aidé tout le temps de mes études à l'École des Beaux-Arts. Oui. Il y avait, en fait, il y avait une sensibilité, oui. il croyait à ça, même si, tout à fait. À la fin de mes études, il y avait pas, le marché n'était pas très ouvert. D'accord. Je veux dire, en fait, disons, j'ai fait toutes sortes de jobs après, disons, pour vivre. Oui, OK. Pendant un certain temps. Pendant un certain temps, Sauf que c'était pas facile, là. Non. Alors, pour les artistes, même encore aujourd'hui, c'est pas toujours facile. Non, absolument pas. Tout à fait. Alors, mais c'est ça, c'est qu'il fallait partir mon milieu de famille m'a aidé, en fait, en quelque sorte, disons, m'a donné des ouvertures, m'a donné une sorte de liberté qu'autrement, dans certaines situations, chez certains de mes confrères, ils n'ont pas eu. Oui. Et ça, des fois, ça peut brimer beaucoup, en fait, disons, l'évolution d'une carrière. Ah oui. Le manque de liberté. Oui. Dernière question, on est déjà à la fin de l'interview. Je pose cette question-là, entre autres parce que je suis enseignant, mais parce que ma fille est ici présente derrière la caméra, qui est artiste, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est intéressée par les arts, elle a une passion grandissante pour ça. Quel conseil auriez-vous à donner à la jeunesse d'aujourd'hui pour entretenir cette passion et pour développer son talent au point de réussir, c'est-à-dire... Mais là, encore, la réussite, c'est aléatoire. Oui. Mais c'est pas. Mais je veux dire, le talent. Mais à ce moment-là, c'est de. Comment dire. Selon vous, là. Ben, je veux dire, à ce moment-là, d'abord, l'étudiant doit être intéressé. Oui. Lui-même, au départ. Il faut quand même. S'il dessine, s'il fait des choses très jeunes, il commence, là. Bon, c'est déjà une ouverture. Tout à fait. Mais après ça, disons, s'il veut aller. Continuer, il faut qu'il aille, par exemple, il va faire le cégep. Oui. S'il s'en va du côté, par exemple, des arts plastiques, ça va aussi faire partie de son évolution. Mais il peut continuer après ça, aller dans une université et continuer. Oui. Sauf que c'est personnel, ça tout ça. Vient de l'intérieur, Tu peux pas, disons, prévoir ce qui va arriver dans une carrière. C'est impossible. Ouais. C'est des hasards. Ouais. C'est des rencontres. Ça peut être une exposition. Ça peut être un professeur. Oui. Ça peut être même dans un cours. D'autres étudiants dans une classe. C'est très important de faire partie d'un groupe dans une classe. Oui. Tu vois ce qu'ils font. Oui, les échanges. C'est très enrichissant. Oui. Oui. Mais c'est tout ça, disons. Il n'y a pas il n'y a pas de recette claire à ça. OK. Non, mais quand même, vous donnez une bonne piste parce que vous avez connu un degré de réussite quand même considérable. Encore une fois, c'est toujours à voir. C'est certain, vous êtes quelqu'un de modeste aussi. Oui, mais il faut l'être. Ben non, c'est tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Faudrait-il pas aussi... Ben, vous aviez parlé tantôt d'être opportuniste. Vous êtes allé sur des chantiers de construction. Ben, c'est-à-dire qu'il faut se grouiller. Il faut se grouiller, ben c'est oui, ça. Ben oui.
je pense qu'il y a un côté, à faire à... Ben, je veux dire, comme tous les artistes, s'ils veulent en fait exposer, il faut qu'ils aillent faire, au moins qu'ils aillent faire un tour dans une galerie. Tout à fait, il faut être vendeur. Qu'ils fassent un peu de représentation. Absolument, c'est ça, de la représentation. Ouais, exact, ça. c'est une... Oui, tout à fait. Donc, puis il faut savoir aussi manipuler peut-être les contacts. Ben, il ne faut pas trop... Non, je ne crois pas à ça, non. Non, je ne crois pas à ça. Non. Vous laissez ça arriver. Non, c'est-à-dire que ça se fait simplement ou ça se fait pas. OK. OK. Ouais, c'est bien. Monsieur Merola, c'est ce qui conclut notre interview. Merci de nous avoir... Ben, c'est moi qui vous remercie. Au nom du Studio des artistes et de sa directrice Francine. Et je vous souhaite bonne chance. Merci. Moi, je vous souhaite beaucoup de santé, beaucoup de bonheur. Oui, puis je vous souhaite de créer encore des réussites. Oui, de réussite. Des réussites en peinture. Tout à fait, oui. En tout cas, merci, au plaisir. Merci beaucoup. On aura sûrement, peut-être dans un avenir rapproché, le temps de faire une deuxième interview parce qu'on peut pourra se revoir. On peut pas tout voir là, sur votre feuille de route. Mais déjà, merci encore. Très bien. Alors, c'est ce qui conclut notre interview d'aujourd'hui. Si vous voulez en savoir davantage sur Mario Merola, rendez-vous au www.mariomerola.net. Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été des nôtres. Sur le bord d'un fossé, quand il m'a vu passer, il se mit à crier: Madame, ramassez-moi, chez vous emmenez-moi. Mi hanno lasciato tutti, anche il fratello ora son solo. Se tu mi lasci qui, io morirò, ne son sicuro. Mi farò piccolo, sarò una piuma, te lo giuro. Ti prego, salvami da questo atroce mio calvario.